Tard, il y a encore des personnes qui arrivent, puisqu'il y a un recontrôle de badge à l'entrée. On va commencer, ça fera venir doucement les autres participants. Tout d'abord, merci à tous d'être venus pour assister à cette session et cet atelier sur le grand défi dispositif numérique et bien vieillir. Pour cet atelier, il y a donc 2 temps. Il est organisé sur un premier temps avec le lancement de la concertation publique sur le plan d'action du grand défi qui a été annoncé par David Senati pendant la plénière précédente et que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui avec le professeur Bertrand Fougère qui copilote la mission du grand défi dispositifs médicaux numériques et bien vieillir à mes côtés au sein de la délégation numérique en santé au ministère. Dans un deuxième temps, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants pour la table ronde sur des regards croisés pour innover et expérimenter au service du bien vieillir. J'accueille le professeur Olivier Hanon, à la fois vice-président de l'Union des gérontopôles et président du Gérondif, le gérontopôle d'Île-de-France. Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. J'accueille également le docteur Omar Beloussif, directeur médical de la direction La Poste Santé et Autonomie. Merci Omar. Et enfin, monsieur Étienne Ruby, CEO de Monca, qui, comme il nous l'expliquera, est une application pour l'accompagnement des aidants de personnes âgées. Donc sans plus tarder, débutons avec la présentation du plan d'action des grands défis, notamment du grand défi dispositifs médicaux numériques et bien vieillir, qui est actuellement disponible en concertation publique sur le site participer.gouv.fr et auquel nous souhaitons convier l'ensemble des acteurs de l'écosystème à participer, donner vos retours, vos recommandations, des suggestions de modifications pour venir l'étoffer, l'améliorer à nos côtés. Ici, il s'agira de vous présenter les 4 axes dans lesquels nous avons décliné 15 actions qui seront développées plus précisément et disponibles donc en ligne dès aujourd'hui. Pour débuter, juste pour quelques éléments de rappel, avec quelques données chiffrées, mais notamment l'objectif de ce grand défi dispositifs médicaux numériques et bien vieillir. C'est un grand défi qui s'inscrit dans un continuum d'actions, notamment la feuille de route du bien vieillir, publiée en novembre dernier, la feuille de route du numérique en santé 2023-2027, qui a été évoquée dans la première partie de cette conférence, mais également le plan dispositifs médicaux France 2030, puisqu'il vise à faire émerger des technologies de santé numérique innovantes et assurer aussi la mise en place d'un cadre adapté pour l'accès à ces technologies numériques dans le domaine du bien vieillir. Dans le cadre de la phase de cadrage, 4 domaines exploratoires ont été identifiés et proposés, parmi lesquels on retrouve le champ de la prévention, donc tout ce qui va être les dispositifs médicaux numériques pour l'innovation, pour conserver des capacités physiques, cognitives, sociales des personnes âgées, et également la prévention dans la capacité à outiller les acteurs du champ social et médico-social avec des dispositifs médicaux numériques de repérage, de détection du risque de fragilité, avec en tête certains exemples déjà présents sur le territoire tels que ICOP. Le 3e domaine est celui du logement et de l'autonomie, où on a justement des dispositifs médicaux numériques qui sont mis à disposition pour adapter le logement dans cette logique de l'allongement du virage domiciliaire pour donner la capacité aux individus qui le souhaitent de vieillir chez eux en autonomie. Et enfin, le 4e champ, assez transverse au précédent, qui est celui du territoire et de la coordination, qui peut être notamment appuyé en partie par certains outils numériques. Quelle méthodologie avons-nous appliquée sur la question du grand défi et notamment pour établir notre état des lieux avec Bertrand? C'est une méthodologie en 5 étapes qui nous a permis d'auditionner à travers plus de 60 entretiens plusieurs acteurs de l'écosystème qui sont d'ailleurs, et je les ai vus précédemment présents aujourd'hui, pour proposer ce premier plan d'action que nous soumettons à la concertation publique pour recueillir à une plus large échelle les retours des acteurs de l'écosystème que vous représentez aujourd'hui et nous vous remercions de votre présence. Donc ce plan d'action se décline en 4 axes. Le premier qui est l'axe qui concerne l'innovation et la recherche sur le numérique et le bien vieillir. Dans cet axe, 4 actions sont proposées, je vais vous en présenter quelques-unes, notamment la première action qui est de recenser les besoins des usagers, des établissements, de cartographier ces technologies de santé numérique et les expérimentations
qui sont associés à ces technologies, ainsi que de recenser les données qui permettraient de répondre, de développer, de co-développer, d'évaluer les solutions qui répondent aux besoins précédemment recensés. La deuxième action de cet axe 1 est celle d'identifier les acteurs clés de l'accompagnement qu'on retrouve, et notamment sur scène, dans le développement et l'évaluation de ces dispositifs numériques dédiés au bien vieillir, afin de les référencer dans le cadre du grand défi et de mettre en synergie les différents acteurs sur ces thématiques de l'évaluation et de l'accompagnement. La troisième action concerne, elle, l'accompagnement des structures dans leur maturité à l'innovation numérique avec des appels à projets dédiés. Dans l'axe 2, c'est un axe qui concerne cette fois l'évaluation, puisqu'il ne suffit pas d'avoir des technologies qui auraient été co-développées pour répondre à des besoins, mais d'être en capacité d'évaluer ces technologies de santé numérique avec différentes actions. La première qui est la rédaction d'un guide de méthodologie d'évaluation de référence, des évaluations et des méthodologies qui existent certes, mais qui ne sont pas pour l'instant assez clairement visibles pour les acteurs de l'écosystème. Le deuxième point est de pouvoir générer des preuves à la fois sur l'impact clinique, mais également médico-économique, les critères de qualité de vie, d'impact organisationnel de ces outils numériques, à travers la mise en œuvre d'expérimentations qui s'appuieront sur des méthodologies robustes qui auront pu être identifiées à travers ce guide. Et la troisième action que je souhaitais proposer également aujourd'hui, c'était celle d'une plateforme d'aide au choix. Donc une plateforme d'aide au choix parce qu'on a constaté pendant notre état des lieux qu'il y avait une profusion de technologies de santé numérique qui n'avaient pas forcément une capacité de pouvoir être évaluées, comparées entre elles quand elles répondaient à une finalité identique. Donc le travail sur cette plateforme, en s'appuyant sur les preuves qui auront pu être générées, sur des critères spécifiques qui répondent aux critères de nécessité et d'intérêt pour les utilisateurs finaux, les usagers, les personnes âgées, mais également les proches aidants, les professionnels du vieillissement. L'axe 3 qui nous a ici été remonté, c'est aussi la question de la prise en charge et du financement de ces outils. Donc ces outils numériques peuvent bénéficier de certains financements qui parfois ne sont pas mis en visibilité ou parfois méconnus par certains acteurs de l'écosystème. Donc la première action, et qui a déjà débuté, c'est de cartographier ces parcours de financement et de prise en charge et de les mettre à disposition des concepteurs de solutions, des porteurs de projets, des établissements de santé, des usagers qui souhaiteraient bénéficier de ces solutions. La deuxième étape, qui est liée finalement à celle-là également, c'est pour les endroits où il y a des gaps, où il manque une capacité d'accompagner sur le financement, modéliser ces impacts macroéconomiques, notamment dans le champ de la prévention, qui utilise des dispositifs numériques dans le bien vieillir, et d'être en capacité de, avec cette modélisation, pouvoir prévoir la prise en charge en apportant les preuves nécessaires pour la génération à la fois des données qui permettront de certifier ou pas et de référencer ces outils. Et la troisième action qui est celle d'améliorer l'accès à l'offre de prise en charge pour les usagers, les personnes âgées qui souhaiteraient utiliser ces technologies sans pour autant, parfois en perte d'autonomie, être en capacité de les utiliser eux-mêmes et donc d'avoir un accès à cette offre de soins qui pourrait être mobilisée pour tout type de personnes qui le souhaitent. Le quatrième axe, et je terminerai avec celui-là, c'est celui de la formation des usagers et des professionnels du vieillissement pour remettre au cœur finalement de nos questionnements ces questions d'usage, d'adoption d'une technologie, une technologie utile. C'est une technologie qui répond à un besoin et qui est utilisée par une personne âgée, ses proches aidants, des professionnels de ville, d'hôpital. Et la première action concerne la fédération des acteurs sur la mise en œuvre d'actions de sensibilisation, que ce soit aux usages du numérique pour les personnes âgées, leurs aidants, les professionnels, mais également des bénéfices et des risques associés à l'utilisation de ces outils. Les deux actions suivantes sont celles plutôt sur la formation, que ce soit la formation des professionnels du vieillissement au niveau des formations initiales pour rédiger un référentiel de compétences qui pourrait être intégré au tout début de ces parcours. Et la dernière, c'est celle plutôt pour les professionnels déjà en activité qui sont assez appétents à l'utilisation de ces outils, qui sont parfois dans le secteur du champ social, médico-social, des auxiliaires de vie, des prestataires de santé à domicile, au plus près des personnes âgées. Et c'est souvent eux qui vont être en capacité de proposer cette question et cette proposition d'outils numériques qui peuvent permettre de repérer un risque de fragilité
fragilité cognitive, physique ou sociale. Et l'idée est de pouvoir proposer une formation continue pour les acteurs déjà en activité et travailler aussi sur ces thématiques d'attractivité des métiers dans le domaine du soin. Donc je conclurai juste cette présentation du projet d'action par rappel qu'elle est actuellement disponible sur participer.gouv.fr et nous allons avec Bertrand proposer aussi de nombreux échanges. N'hésitez pas à venir vers nous pour pouvoir présenter ce plan d'action et échanger avec vous sur les adaptations possibles de ce plan d'action. Et je cède maintenant la parole à Bertrand pour la table ronde. Oui, vous avez le droit de l'applaudir parce qu'elle a vraiment très bien travaillé. Ouais. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être très très court parce que on est très en retard. Donc je vais juste remettre en avant en fait ce grand défi aussi et dire l'importance aussi de votre participation justement à cette concertation publique. Donc David l'a annoncé ce matin, mais il y a quand même, j'allais dire, que deux grands défis. C'est bien vieillir et santé mentale, ce qui montre quand même l'importance du sujet pour nous et donc aussi l'importance qu'il y a sur cette thématique du bien vieillir. On se rend bien compte on est dans une période où on a aussi des difficultés en termes de ressources humaines sur nos territoires. On est en difficulté sur des fois aussi l'accès aux soins, etc. Et le numérique en santé peut être aussi une réponse pour permettre la coordination de l'ensemble de nos acteurs, peut être aussi une réponse pour accompagner les personnes à la fois au domicile ou en institution, les patients au domicile et en institution, les professionnels aussi là-dedans, et puis les aidants, et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc vraiment, je crois qu'on a vraiment un gros challenge à avoir sur ce grand défi dispositif numérique et bien vieillir. Et donc, on compte vraiment sur vous pour nous donner l'ensemble de vos commentaires sur ce plan d'action qu'on a rédigé, même si on a déjà fait des concertations avec certains d'entre vous. Plus on aura de commentaires, plus on va pouvoir l'enrichir et mener ces actions de façon très correcte. On a 3 intervenants, donc Lynn les a présentés. Et c'était important pour nous d'avoir justement à la fois les gérontopôles avec justement, Olivier le rappellera, mais leur implantation sur les territoires au plus près justement des acteurs et la dynamique qu'ils donnent justement dans ces actions et comment aussi pour les gérontopôles le numérique est important. Le groupe La Poste et notamment avec la nouvelle branche santé autonomie, ça nous paraissait aussi hyper important. Et puis justement l'entreprise Monca pour vous donner aussi justement ce regard aussi d'une start-up qui se développe au service des aidants et comment justement le numérique peut accompagner l'ensemble de tout ça. Sans plus attendre, Olivier, je vais te laisser la main et revenir ici. Donc le professeur Olivier Hanon, qui est professeur de gériatrie à la PHP et puis justement président du Gérondif et qui est là aussi au titre de l'Union des gérontopoles de France. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup Lynn pour tout ce travail qui augure de nombreuses choses positives. Vous avez vu les chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir, l'espérance de vie 2023, qui a augmenté de façon très spectaculaire. On avait vu une petite baisse avec la Covid, et là ça remonte, c'est remonté de façon très importante. On est pratiquement à 86 ans d'espérance de vie chez les femmes, et chez les hommes, on est arrivé à 80 ans. On était à 79,3 je crois, et là on est à 80 ans. Donc vous voyez tout ce défi auquel on va être confronté. Donc moi je suis prof de gériatrie, je travaille à Paris, je suis le président du Gérontopôle d'Île-de-France et le vice-président de l'Union des gérontopoles, puisque tous les gérontopoles se sont regroupés, et aussi le président du conseil scientifique de l'Union des gérontopoles de France. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un gérontopôle? Je ne suis pas sûr.
Donc, les gérontopoles, ce sont des structures qu'on a créées en France, et c'est une organisation assez unique sur le plan européen et même international, qui vont permettre de rapprocher, de regrouper, dynamiser toutes les personnes qui sont impliquées sur la prise en charge des personnes âgées autour du vieillissement. Et donc on va sur les grandes thématiques de recherche, de formation, d'innovation, de prévention, c'est les 4 grands piliers. On a réussi sur le plan territorial à regrouper, et pas uniquement que des universitaires qui font leur recherche, mais les universitaires, la recherche dans les hôpitaux non universitaires, recherche dans les EHPAD, on travaille même maintenant avec les SIAD, recherche donc au domicile. On arrive vraiment à mener avoir structuré toutes les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées. Puis après, du coup, on va pouvoir mener des études avec des tests et des évaluations d'innovation, justement, au plus près de ces personnes. Nous avons maintenant un cahier des charges qui a été présenté au ministère en 2022. Et donc il y a 9 gérontopoles en France. Il va y en avoir la création des Hauts-de-France qui vient d'être créée. Centre Val-de-Loire ne va pas tarder. Ensuite, il restera le Grand Est et la Corse. Et ensuite, on aura quasiment des gérontopoles partout. Donc vous avez vu, je vous ai montré les 4 grands piliers, la recherche. Mais pas uniquement la recherche, je vous ai dit, académique, c'est vraiment la recherche au plus près des personnes âgées. Donc, quand vous regardez la recherche, vous tapez nursing home et vous regardez recherche dans les grandes bases de données scientifiques, il n'y a pas grand-chose. Donc, vraiment toute la recherche dans les EHPAD, au domicile, la recherche sur les parcours de santé aussi, la prévention, avec ICOP bien sûr, mais aussi plein d'autres domaines sur la prévention. Par exemple, au gérontopole d'Île-de-France, si vous avez regardé dans le métro, on avait créé des affiches pour justement la lutte contre l'agisme. Donc il y a eu plein d'affiches pour informer la population sur ce risque-là. Des actions de formation bien sûr, et ça a été dit tout à l'heure. Et puis le thème d'aujourd'hui, donc l'innovation. Alors, on est vraiment, l'action des gérontopoles, on est vraiment dans l'axe 2 dont vous venez de parler, puisqu'on a mis en place vraiment des plateformes qui vont permettre l'évaluation, et c'est le point le plus important dans l'innovation. Combien de startups j'ai vu arriver me montrant un truc en me disant c'est super, et bon, ça peut-être, on l'évalue auprès de patients, et ça ne sert à rien. Et donc, il y a eu 5 ans, 10 ans de travaux pour rien. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble avec les entreprises de la Silver Economy pour vraiment que l'outil puisse être utile aux patients et pas travailler chacun de son côté et se dire, bon, finalement, on a perdu 10 ans ou on a perdu 5 ans, mais finalement, le truc n'est pas utile. Donc, il faut co-construire avec l'entreprise de la Silver Economy et avec les personnes qui sont auprès des personnes âgées. Il y a les docteurs, il y a les soignants et il y a les patients. Et donc, il faut regrouper toutes ces personnes. Et donc, on a sur le territoire, on a cet ancrage territorial avec les gérontopoles qui va nous permettre d'identifier toutes ces populations. Et puis, en fonction de l'innovation, ça peut être des patients parfaitement autonomes, ça peut être des patients avec une perte d'autonomie, donc en GIR, en fonction du GIR, ça peut être des gens en EHPAD, ça peut être des gens à l'hôpital, ça peut être... Donc on a tout type de population, et donc je parle du gérontopole de France, mais c'est comme ça pour tous les gérontopoles, on a un très grand réseau, on a toutes les fédérations hospitalières de la FHF, l'Hospitalière de France, on a la FEAP, on a l'URIOPS, donc on a à la fois le public, à la fois le privé, et quand quelqu'un veut évaluer un type d'évaluation, il va répondre à cet appel d'offres et pouvoir l'évaluer. On va donc co-construire avec la connaissance qu'on a du milieu de la Silver Economy, on va repérer ces solutions techno et pouvoir travailler. Donc, sur l'Île-de-France, on travaille beaucoup avec Silver Valley, par exemple. Et puis, on va pouvoir faire une première évaluation qui est de l'expérimentation l'époque, c'est les preuves of concept, donc sur une petite population, on va identifier pour voir si la technologie est déjà intéressante, s'il y a une bonne acceptabilité, s'il y a une bonne faisabilité de cette innovation, et puis si ça marche, on va passer à l'étape d'après, qui est l'étape vraiment de robustesse, critère d'impact, et c'est là que tout le monde nous attend. Il faut avoir un critère d'évaluation,
il faut avoir des groupes qui vont comparer, un groupe qui a l'innovation, un groupe qui n'a pas l'innovation. À la fin, sur le critère qu'on avait décidé, eh bien, on regarde s'il y a une différence entre les deux. S'il y a une différence, c'est positif. S'il n'y a pas de différence, c'est que c'est négatif, mais ce n'est pas pour ça que c'est à jeter. Après, on va co-construire avec les startups pour pouvoir améliorer l'innovation. Elle ne marchait pas, on va essayer de voir pourquoi ça ne marchait pas pour arriver à co-construire et à améliorer cette innovation. Et puis après, la dernière partie, c'est vraiment la formation, ça a été dit aussi. En France, il y a quand même pas mal de scepticisme sur l'innovation, des fois auprès des soignants aussi, donc il faut les convaincre, les former. Par exemple, nous on avait évalué des casques de réalité virtuelle, tout le monde me disait les personnes âgées ne vont pas du tout supporter, vont tous vomir, il y a des malaises et tout, puis quand on le teste, finalement il n'y a pas tellement de ce qu'on appelle des cybermalaises par exemple. Donc il faut ensuite diffuser et former. Donc vous voyez, on a toute cette évaluation, toute cette méthodologie qui est indispensable et qui pour l'instant n'existe pas complètement et pas suffisamment, et qui va être indispensable après aux payeurs, parce que je ne vais pas forcément payer ou prendre en charge la même chose entre un dispositif qui n'a pas du tout été évalué et un dispositif qui est passé par toute cette frange de l'évaluation. Et pour ça, les gérontopôles disposent vraiment d'équipes importantes. Nous, on a près de 30 personnes au gérontopôle, à la fois des médecins, à la fois des spécialistes des statistiques, des économistes, mais aussi des éthiciens, des sociologues, parce qu'il faut une étude, donc à la fois sur ce qui est sur la gauche, une étude quantitative avec vraiment des critères durs. Par exemple, on regarde si une innovation va réduire les chutes, réduire les hospitalisations, améliorer la qualité de vie, ou même avoir un impact en médico-économique, sur les dépenses de santé, sur le passage aux urgences. Donc tout ça, ce sont vraiment des données très dures. Mais il faut aussi des données d'usage. Donc est-ce que les robots, comment ça marche les robots, est-ce que c'est utile? Et puis on a même fait, vous l'avez dit dans un de vos axes, il faut faire des recommandations d'utilisation. Et donc nous, c'est ce qu'on avait publié, des recommandations. Quel robot pour quel patient, pour quelle pathologie, troubles du comportement, douleur, enfin les robots peuvent être utilisés de façon différente. Et puis aussi, le grand risque, c'est d'avoir un robot, s'en servir 15 jours, de s'amuser avec et hop, de le ranger. Donc ça n'a eu aucun intérêt. Il faut une pérennisation de l'outil, donc avoir des données suffisantes sur le long cours pour être sûr que ces outils vont servir. Puis la dernière partie, c'est la partie éthique. On peut avoir envie de mettre des caméras partout, mais est-ce que les patients sont d'accord qu'il y ait des caméras chez eux pour qu'on les regarde? Donc il faut respecter la vie privée. Ça a été dit tout à l'heure, mais les données de santé doivent être sécurisées, donc toute donnée de santé doit être sécurisée. Il faut éviter, bien sûr, des objets, des innovations qui vont stigmatiser. C'est un gros truc, une grosse montre que tout le monde peut regarder. On avait vu un exemple au Japon. Au Japon, ils mettent des QR codes sur les ongles. Comme ça, les gens, quand ils se perdent, on peut les retrouver, avoir leur adresse. Mais est-ce qu'on a envie de se balader avec un ongle où il y a marqué notre nom? Tout ça, c'est des vraies questions qu'il faut pouvoir se poser. Et puis, l'autre partie, c'est la question des usages. Est-ce que les patients vont accepter telle ou telle innovation? Et puis, l'organisation. Il faut tester aussi l'organisation auprès des professionnels. Par exemple, tous ces robots sociaux qu'on utilise des fois dans les hôpitaux, on a aussi des règles d'hygiène dans les hôpitaux pour ne pas transporter les virus ou les bactéries. Et donc ça, des fois, ce n'est pas du tout évalué par les entreprises qui se disent bon, mon robot, tout le monde peut l'avoir. En fait, on ne peut pas forcément passer de chambre en chambre. Il faut réfléchir à comment ça marche le Wi-Fi. Il y a plein d'innovations avec le Wi-Fi. Et puis on s'aperçoit que dans tel EHPAD, il n'y a pas de Wi-Fi, à tel endroit, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc il faut vraiment avoir tout évalué. Et donc c'est cette évaluation, à la fois du quantitatif, à la fois du qualitatif, que sont capables de faire les gérontopôles. Et donc les gérontopôles sont à la disposition, bien sûr, de tous. Et je termine par nous, ce qu'on a fait en Ile-de-France. On a créé ce qu'on appelle un Living Lab mobile. C'est-à-dire que, vous savez, on a plein de technologies. Vous voyez, je vous ai mis un certain nombre d'exemples qui sont au gérontopôle. Et s'il y a des personnes du domicile, s'il y a des EHPAD, s'il y a des hôpitaux, des gens qui veulent tester ces innovations, eh bien, on leur prête l'innovation sous réserve de faire une étude clinique pour avoir des critères d'évaluation, et donc ils peuvent avoir, et puis ensuite décider, ils veulent ou ils ne veulent pas l'outil d'innovation. Vous voyez, vous avez ce truc-là, c'est un peu trop derrière moi, je vais me faire mal au dos, surtout que je n'arrive pas à faire la flèche. Il n'y a pas de flèche en fait.
Donc c'est pour ça que j'arrivais pas. Donc vous voyez, ce qu'on appelle le Oscar, hein, c'est un matelas. Et donc si on est sur le matelas, c'est qu'on est dans son lit. Si on n'est pas sur le matelas, c'est qu'on est peut-être tombé par terre, c'est qu'il y a un truc bizarre. Et donc si on est parti trop longtemps, il peut y avoir des capteurs qui nous disent qu'on est peut-être tombé. Vous avez tous les petits robots. Vous avez le robot Nao, hein, des fois je l'amène, hein, il fait faire de l'exercice physique. Donc il vous fait faire comme ça, puis il vous fait danser et tout. Donc ça fait faire de l'exercice physique et les gens adhèrent vraiment à ça. Le robot Paro, hein, qui a un effet sur les troubles du comportement. Et donc, tout ça, les gens peuvent nous le demander, et donc, pour pouvoir l'évaluer. Donc, le mot clé, c'est les gérontopoles vont permettre cette évaluation des innovations pour les personnes âgées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Donc oui, on a bien vu voilà, l'importance des gérontopoles et le rôle des gérontopoles. Et en plus, tu l'as bien dit, je le rappelle encore, en plus de tout, sur leur implantation sur tous les territoires. Et donc ce qu'on dit sur l'Île-de-France, c'est aussi valable justement sur les 10 autres territoires français, et bientôt 11, bientôt 12 territoires français. Il ne restera que le Grand Est à aller chercher avec les gérontopoles, quoi. Et même quand une expérimentation, ce qui va être très très bien, c'est quand une expérimentation est faite sur un territoire, elle sera ensuite retestée sur un autre territoire grâce à l'union des gérontopoles. Et donc comme ça, un truc qui a marché, il faut être sûr que si ça marche à tel endroit, ça marche aussi à un autre endroit. Merci beaucoup. On va passer à l'intervention du docteur Omar Belloussif, qui pour le coup est directeur médical sur le groupe La Poste et sur le pôle santé autonomie. Merci beaucoup d'être là. L'idée, c'était justement de voir aussi un peu la place que peut tenir La Poste, la place que a maintenant ce nouveau pôle santé autonomie qui est quand même qui est tout récent, hein, entre guillemets, et justement comment La Poste aussi s'approprie tout ce numérique en santé, et notamment sur la question aussi du bien vieillir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour les échanges qu'elle permettent. Alors, La Poste, avant de rentrer et de répondre à la question, peut-être juste préciser 2-3 choses. La Poste est une entreprise particulière, en cela que c'est une entreprise à mission, une entreprise à capitaux publics, l'actionnaire est l'État, et qui est investie de plusieurs missions de service public, dont la plus connue est celle de la distribution du courrier, mais également une mission de service public qui est de contribuer en fait au maintien de la cohésion territoriale et de la présence territoriale pour les services publics. La Poste, c'est également énormément de filiales, des filiales qui sont parfois connues du grand public, la Banque Postale, mais des filiales inconnues du grand public qui opèrent, je dirais, en sous-marin, notamment sur des questions numériques, de gestion des données, d'hébergement des données, que ce soit des données de santé ou des données sensibles, de cybersécurité, et de tout un tas de fonctions socles qui sont logées dans la filiale numérique du groupe La Poste qui s'appelle DocaPost. Alors, La Poste a opéré il y a quelques années maintenant un virage vers le domicile. Alors pourquoi au départ, la réflexion est partie de la diminution de l'activité du courrier, liée à l'essor du numérique, justement. Et la question était de se dire, La Poste dispose d'un réseau de proximité unique qui permet d'entrer en contact avec tous les Français, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, assuré par le réseau postal, initialement. Et est-ce qu'il faut garder ce réseau en réfléchissant à d'autres utilisations pour le bien commun, le bien public, ou est-ce qu'il faut réduire la voilure comme l'ont fait d'autres postes? Donc le choix était de maintenir ce réseau et d'en profiter pour lui confier des missions autour de la santé, autour du maintien à domicile et autour de la diffusion de programmes de prévention. C'est ce qui a conduit La Poste à participer et à collaborer au programme ICOP, où on a commencé à faire des expérimentations à l'époque d'abord, et puis des confirmations ensuite. L'idée était simple, il existe une population âgée qui présente des fragilités liées à l'âge. On sait que ces fragilités, si elles sont prises en charge suffisamment tôt, à un moment où elles sont encore réversibles, eh bien, la prise en charge permet de restaurer toutes les capacités des seniors et donc de repousser d'autant le risque d'entrée en dépendance. Donc on a une population
qui a des besoins, il existe des programmes de prévention efficaces, et la grande question était de dire, et c'est une question qui est toujours pertinente, comment on fait pour que ces programmes arrivent aux bonnes personnes, puisque dans les programmes de prévention, par définition, eh bien, on s'adresse à des personnes qui ne demandent rien. Donc on a développé une forme de aller vers ces populations, leur expliquer le principe de la prévention, les bienfaits de cette prévention, leur présenter le programme ICOP, réaliser l'évaluation de leurs capacités fonctionnelles et donc de détecter des fragilités, et de les amener dans une filière de prise en charge gériatrique, gérontologique, médico-sociale, qui permettent justement de s'inscrire dans l'efficacité de ce programme de prévention. Donc ça a très bien fonctionné. On continue à le faire aux côtés de centres experts, dont le CHU de Tours. Et une autre question qui se posait était justement liée au numérique, puisque pour que ces programmes puissent se développer le plus possible, le numérique est un outil formidable qui permet aux personnes d'avoir de l'information, mais également d'en donner et de participer à ces évaluations. Donc la question qui se posait à ce moment-là, c'était l'accès au numérique pour ces populations. On parle de populations âgées qui sont parfois en fracture numérique, avec une sorte d'idée préconçue, le numérique n'est pas pour elles, alors que c'est faux, même si elles présentent ce risque de fracture numérique. On s'est rendu compte que quand on met en place des actions pour aller vers ces populations, leur présenter le numérique, leur expliquer comment ça fonctionne, eh bien, elles adhèrent. La Poste a développé une tablette qui s'appelle la tablette ardoise, au départ destinée à renforcer le lien social. D'ailleurs, cette tablette a été évaluée par le Gérondif. Et on s'est rendu compte que amener un outil numérique chez des personnes permettait certes d'apporter quelque chose sur le lien social, mais c'était aussi amener un outil qui allait permettre l'utilisation de la télémédecine au moment où les personnes en auraient besoin. Télémédecine, téléconsultation certes, mais également télésuivi, télésurveillance et toutes les interactions qui peuvent être faites avec le système de soins. Donc ça, cette action, on l'a faite. Et juste pour vous donner quelques chiffres, les utilisateurs de la tablette ardoise, alors c'est à peu près 100 000 tablettes qui ont été vendues à ce chiffre, avec un âge moyen des utilisateurs de 75 ans. Et le service qui est proposé, c'est d'installer la tablette à domicile, donc avec un agent qui se déplace, de former la personne, lui expliquer comment cela fonctionne, et puis également d'être là en hotline, si on veut, si jamais il y avait des problèmes. 75% des personnes se déclarent débutantes quand elles prennent, je dirais, possession de la tablette ardoise. Et aujourd'hui, 90% des utilisateurs en font un usage régulier. Ça veut dire que quand on forme les personnes, qu'on leur explique, eh bien, ils deviennent utilisateurs. Et du coup, la tablette numérique permet de diffuser chez elles des programmes comme ICOP, d'apporter des messages sur la prévention. On a également eu des expérimentations pour améliorer la couverture vaccinale antigrippale des populations à risque, mais également d'amener chez des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour diverses raisons, des services médicaux comme les soins oncologiques de support. Vous avez signalé l'activité physique adaptée, c'est clé, l'encadrement nutritionnel, le soutien psychologique. Et quand on réalise ce type d'expérimentation, eh bien on le fait toujours avec un centre expert, de manière à s'assurer de la meilleure rigueur possible dans les conclusions, les retours d'expérience que l'on peut attendre et que l'on peut proposer. Donc la Poste poursuit cette action. On a également développé, et puis je vais terminer pour ne pas être trop long, on a également développé un outil numérique qui est un outil à la demande et en collaboration avec le CHU de Grenoble, le Gérontopôle, puisqu'on fait également tout cela, je dirais, en concertation avec les principaux acteurs. Donc un outil numérique qui a vocation à recueillir des informations au plus près des personnes, les personnes elles-mêmes, de manière à pouvoir ensuite les transmettre et ramener des personnes, comme c'était le cas pour ICOP, dans un circuit de prise en charge. Donc cet outil est mis à la disposition de solutions, d'initiatives de santé publique, de prévention, comme donc la perte d'autonomie, la vaccination, l'oncogériatrie et également la détection et le suivi de diverses maladies chroniques qui touchent les personnes âgées. Je vais peut-être en rester là, je pourrais en parler pendant des heures,
Mais après, je suis également évidemment à votre disposition pour toute question ou tout échange en dehors de cette salle. Merci. Merci beaucoup Omar. En fait, on a bien vu qu'il y avait justement cette partie avec aussi les territoires, l'implémentation, l'évaluation avec les gérontopoles. Et puis, on a toujours cette crainte avec le numérique, et notamment dans le bien vieillir, sur l'accessibilité, cette fracture numérique, et aussi justement se dire que les personnes âgées vont être potentiellement perdues avec cet accès au numérique. Et on voit bien l'importance d'un groupe comme celui de La Poste dans cette démarche d'aller vers, dont on a entendu parler à la fois ce matin et puis tout à l'heure. Donc vraiment, qui permet justement d'implémenter correctement l'ensemble de ces solutions dans cette démarche d'aller vers. Sans transition, presque. Pour le coup, oui, Étienne, tu peux aller là-bas. Étienne Ruby, qui est CEO de Monka, et qui va, donc là c'est pour avoir un peu, même beaucoup même, l'expérience, la construction d'une start-up qui justement a réfléchi à la fois dans cette dynamique bien vieillir et plus spécifiquement justement sur les aidants. Bonjour à toutes et tous. Merci du coup également pour l'invitation et surtout merci d'intégrer les aidants dans ce grand défi puisqu'on pense que c'est absolument clé comme acteur. Moi, pour me présenter, je ne viens pas du tout du monde du sanitaire et du médico-social. J'étais avant tout aidant, et je le suis toujours d'ailleurs, de mon père qui est parkinsonien. Et comme beaucoup de Français, on estime à peu près à 6 millions des Français qui s'occupent d'une personne âgée plus ou moins dépendante au domicile. J'ai touché du doigt la vraie complexité qui était le manque d'expertise, une vie professionnelle, une vie personnelle et du coup aussi une vie d'aidant. Et donc du coup, avec l'équipe, il y a 2 ans, on a décidé de créer Monka avec l'ambition d'adresser 2 gros problèmes, en tout cas 2 constats, qui je pense est partagé par beaucoup d'acteurs aujourd'hui du sanitaire et du médico-social. Le premier, c'est que on ne n'est pas aidant, on n'est pas aidant, on le devient, et les problématiques de ces populations, quand on l'est, c'est qu'on n'est pas expert. On est souvent stressé, on essaye de bien faire, mais en tout cas, traiter la dépendance ou traiter la partie sanitaire et médico-sociale, c'est pas évident, surtout dans finalement une vie qui n'est pas faite de cette expertise-là. On manque de temps, et parfois on en revient même à délaisser sa propre santé. Il y a quand même une stat qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a un tiers des aidants aujourd'hui qui partent avant la personne qu'elle aide. Donc c'est absolument clé de pouvoir diminuer la charge des aidants. Et si je le prends en comparaison avec d'autres séquences de vie plus joyeuses, aujourd'hui, quand on a la chance d'être un jeune parent, on a plein de dispositifs pour accompagner nos enfants. On aimerait, et en tout cas chez Monka, on milite pour trouver une solution afin d'avoir le même niveau d'encadrement pour les aidants. Deuxième chose, c'est qu'en face de ça, on a une problématique, c'est que notre niveau de stress, il est souvent lié à la situation de notre proche. Quand on regarde la courbe un petit peu démographique et la problématique du bien vieillir, c'est que malheureusement, quand on vieillit, il peut s'avérer qu'on ait des maladies chroniques avec des événements aigus. Qui dit événements aigus dit des périodes d'ultra-médicalisation en institution ou à l'hôpital. Et l'aidant, ça veut dire du coup aussi améliorer ou modifier ce qu'il a mis en place. Il y a effectivement, on le sait, aujourd'hui une baisse de densité médicale, donc des risques de rupture de parcours qui sont majorés. Et puis, il y a une petite musique qui commence à apparaître dans le cadre simplement de la prise en charge, c'est qu'aujourd'hui on ne voit pas assez d'EHPAD en France, et donc de facto, la courbe démographique nous fait dire qu'on aura une saturation à terme, forcément de ces super ressources que sont les EHPAD sur les territoires. Du coup, on défend aujourd'hui une vision assez simple chez Monka, qui est celle d'essayer de trouver une solution à prouver l'impact d'une solution à la diminution de la charge des aidants et à l'amélioration du bien vieillir en France. Et tout à l'heure, le professeur Armand le disait justement, on manque énormément de publications et d'études sur ces populations, d'études sur l'impact de la séquence de vie d'aidant sur une population, et quels sont finalement les facteurs clés à adresser pour éviter les états de fragilité. Donc la solution de Monka, finalement, c'est une suite logicielle qui permet aux aidants de pouvoir s'auto-évaluer, d'avoir du contenu spécifique, un petit peu comme d'autres applications qu'on peut avoir aujourd'hui dans le cadre d'une prise en charge sur l'endométriose pour les femmes qui malheureusement souffrent
avec l'IVI de cette maladie, de l'oncologie avec par exemple Curative ou Résilience, ou même de la parentalité avec Mail. Donc c'est comment en tant qu'aidant on me donne du contenu spécifique sur ma situation. On a un logiciel de coordination qui sont à la main de professionnels de santé. Donc chez nous, ce sont des infirmiers de coordination qui organisent les parcours. Et on a des données de remontée de vie réelle qui sont remontées par les infirmiers libéraux qui viennent régulièrement dans le cadre de suivi chronique au domicile remplir des questionnaires en complétion finalement des feuilles de soins. Ça nous permet aujourd'hui de bâtir des épidémiologies. Donc on amène de l'IA analytique sur l'épidémiologie de la fragilité de la personne âgée et aussi de la vulnérabilité des aidants, afin de construire des IA de parcours gériatrique avec le bon soin, ou en tout cas le bon acteur au bon moment au niveau du domicile, tout en gardant cette expertise gériatrique autour de la prévention, du parcours de soins et du parcours médico-social. D'une part parce que ça fait partie intégrante de cette spécialité, d'autre part parce que c'est quand on est aidant, notre rôle au quotidien, on fait et du sanitaire et du médico-social. Notre prise en charge, elle repose sur 4 piliers assez simples. On a commencé à en discuter juste avant, mais c'est de se dire, ok, moi en tant qu'aidant, c'est pas comme la chance quand j'ai un enfant qui naît, je sais à quel moment il naît. Quand je suis aidant, je ne sais pas dans quelle situation je suis. J'ai du mal à mesurer l'impact que ça a sur mon quotidien, et j'ai du mal aussi, parce que je ne suis pas expert, à mesurer le niveau de dépendance. J'ai besoin d'avoir des avis médicaux. Les gériatres aujourd'hui, c'est 2500 praticiens sur le territoire qui sont souvent salariés à l'hôpital et à l'EHPAD, donc des endroits où finalement le système est déjà assez tendu. Donc cette expertise du niveau de fragilité de mon proche, on doit pouvoir la mesurer plus facilement. Et ensuite d'avoir du contenu spécifique. Donc on a bâti des recommandations, je vais repasser tout à l'heure sur le conseil scientifique, mais sur le sanitaire, sur le médico-social et sur le social, ce sont évidemment des ressources clés de fléchage par rapport aux solutions qui existent. Et ensuite, la prise en charge, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'un aidant, à partir du moment où il est sur notre plateforme, va avoir accès à un infirmier de coordination, donc un tiers de confiance, qui fonctionne par file active, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur des plateaux hospitaliers. Et la mission de nos infirmiers de coordination, c'est de bâtir et de suivre les parcours pour l'aidant, autour d'un suivi de sa qualité de vie, de sa charge mentale, des parcours de prévention, et notamment en lien avec d'autres grands parcours qu'on peut avoir aujourd'hui en France, comme ICOP ou la prévention anti-chute. C'est suivi à travers des questionnaires réguliers comme on peut l'avoir sur d'autres logiciels de télésurveillance. Et on fait la même chose sur la partie parcours personnes âgées, avec finalement la fluidification ou l'aide de l'infirmier de coordination pour organiser et suivre l'observance des parcours de soins spécialistes, médecine générale, infirmiers libéraux et tous les accès aux aides financières et médico-sociales. On a enrichi cette plateforme avec des services socles. Donc évidemment, toute la partie interopérabilité et toute la partie régalienne des données de santé, l'accès pour nos infirmiers de coordination à des logiciels de télémédecine, notamment dans le cadre de la téléexpertise, et puis aussi, parce que c'est hyper important pour un aidant, l'accès à des messageries sécurisés avec son infirmier de coordination, parce que c'est important pour eux de pouvoir garder le lien avec les équipes. Un des points qu'on a tenu aujourd'hui quand on a créé Monka, c'est de se dire, ok, tout ce qu'on va faire, il faut qu'on puisse l'encadrer, évidemment, d'un point de vue éthique, d'un point de vue scientifique. Donc on a bâti un conseil scientifique qui, selon nous, est à l'image d'une prise en charge qui fonctionne. Donc vous retrouverez des gériatres, vous retrouverez des médecins généralistes, vous retrouverez des pharmaciens, vous savez lire les slides, donc je ne vais pas les commenter, mais l'enjeu, c'est de représenter forcément une prise en charge qui fonctionne. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à confronter ce qu'on fait, certains parcours, avec des aidants, et donc du coup on a la chance d'avoir des aidantes, en l'occurrence que je remercie, qui viennent confronter un peu eux leur propre parcours avec une réalité de prise en charge. Donc ça c'est ce qu'on a commencé à construire, et puis on n'a que 2 ans, finalement c'est assez court. En 2 ans, et je remercie d'ailleurs les équipes du professeur Anon, puisqu'on a eu la chance de travailler également avec le Girondif dans le cadre des questionnaires d'auto-évaluation. Nous, en 2 ans, on a créé une première brique de solutions logicielles. On est évidemment porté par BPI sur la partie programme innovation. Et puis, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, OK, on ne va pas réinventer la roue, travaillons avec le secteur existant, donc les acteurs du sanitaire, les acteurs du médico-social et les acteurs de l'aidance, notamment ma boussole aidant, pour finalement valider un petit peu les partis pris, en tout cas les visions qu'on a du marché. Cette année a été hyper riche, on a commencé à travailler la partie commercialisation et la partie validation technologique, donc notamment en bâtissant les fondations d'une intelligence artificielle analytique et en travaillant aussi l'amélioration de notre suite logicielle. Et puis, étant donné qu'on fait partie finalement de cette grand défi du bien vieillir, on a besoin sur ces 2 prochaines années
d'accès au marché. Donc on a rédigé un article 51 en partenariat avec certains CHU. On travaille avec les CPTS dans le cadre du repérage des fragilités et des vulnérabilités, en mettant en avant évidemment la compatibilité avec ICOP. L'enjeu, il est véritablement de trouver ces solutions pour des populations très fragiles ou fragiles. Et puis on encadre tout ce qu'on fait avec aujourd'hui des valeurs cliniques et des études, notamment avec notre partenariat avec IQVIA. L'enjeu à très court terme, c'est évidemment d'essayer de trouver une proposition de valeur pour entrer dans le droit commun, et évidemment de développer ce leadership scientifique en lieu avec les acteurs présents, parce que les publications sur la séquence de l'évidence, c'est clé, les publications sur le bien vieillir, c'est absolument clé pour demain, et pour ça, on a essayé de coller avec des initiatives citoyennes. Donc on est partenaire de make.org qui a lancé une grande consultation également sur le bien vieillir, et on aura la chance de pouvoir essayer d'amener les aidants dans cette grande problématique qui est devant nous. Voilà. Merci beaucoup Étienne. Juste une remarque justement sur cette dernière slide. En fait, c'est exactement justement ce parcours qu'on a réfléchi aussi avec Lynn, avec justement à la fois entre la première réflexion et puis les premières justement expérimentations, puis ensuite le développement, l'évaluation et puis la mise sur le marché, etc. Enfin, c'est exactement ce qu'on veut essayer de faire justement avec ce grand défi. Donc cette dernière slide était parfaite pour conclure cet atelier. Donc c'était un bel exemple justement d'implémentation et justement pour les aidants notamment et pour cette population un peu plus spécifique. Est-ce que dans la salle il y a des questions pour nos orateurs de grande qualité? Là il y a une question, alors, je ne sais pas comment ça se passe. Bonjour, merci beaucoup à tous et toutes de vos présentations, c'était hyper riche et hyper intéressant. Mais j'enfonce des portes ouvertes. J'avais une question pour le professeur. Je voulais savoir si la méthodologie que vous nous avez présentée, c'était une méthodologie qui est exclusivement dédiée aux gérontopoles en Ile-de-France ou si tous les gérontopoles pouvaient s'appuyer dessus. Alors l'idée c'est que a priori la majorité des gérontopoles ont cette méthodologie. Ça, c'est l'exemple que nous, on fait en Ile-de-France. Après, il y a différents avancements des gérontopoles. Les gérontopoles sont plus avancés que d'autres, mais l'objectif, et c'est-à-dire ce qui est écrit dans le cahier des charges, c'est que tout le monde puisse faire de telles évaluations. Après, chacun aura ses spécificités plus sur telle ou telle thématique, mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver, et c'est vraiment ce que vous avez écrit dans votre axe 2, il faut, je ne sais pas comment il faudra appeler, la plateforme de preuve, le centre de preuve, c'est plus vraiment le terme à prendre, mais il faut trouver un terme, et là, on a les gérontopoles en France pour faire ce type d'évaluation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question là-bas. Merci. Merci également pour toutes ces présentations très riches. Petite question pour la présentation d'Ocapost. Vous nous avez partagé des chiffres concernant l'adoption finalement de l'utilisation de la tablette par les personnes âgées dès lors qu'elles étaient accompagnées. Mais ma question, c'est donc là on a vu que par rapport à la tablette, il y avait eu un accompagnement et donc une évolution forte du bénéfice utilisation. Mais qu'en est-il du coup de tous les programmes de coordination, de prise en charge qui sont sur la tablette? Parce que voilà, utiliser la tablette, on sait que ça peut être aussi pour le lien social, mais est-ce que vous avez également des indicateurs qui prouvent que les personnes âgées à domicile utilisent plus volontairement les dispositifs de prise en charge via le numérique et la tablette? Alors, ce que je vous ai partagé à propos de la tablette concerne l'usage global. La tablette ne reste qu'un outil qui est mis au service de programmes de télémédecine. Donc tout dépend de ce que l'on installe sur la tablette. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que la tablette peut être un outil pour justement apporter ces programmes de télésuivi, de télésurveillance auprès de populations qui sont vulnérables, précaires et qui donc ne peuvent pas en bénéficier. J'ai cité l'exemple des soins oncologiques de support qui font partie maintenant, et c'est admis, de la panoplie thérapeutique.
les 75 ans et plus ne bénéficient des soins oncologiques de support que pour à peu près 15% d'entre eux, ce qui n'est pas normal. On a également utilisé la tablette dans le cadre d'un programme de télésuivi de patients atteints de cancer qui était fait à la PHP avec le professeur Tournigan de l'hôpital Henri Mondor. Cette étude en fait a eu une extension auprès de populations précaires qui n'étaient pas équipées en numérique et qui ont pu bénéficier d'un programme de télésuivi en oncologie parce qu'on leur a apporté la tablette, on les a formés, on leur a expliqué comment elle fonctionnait et elle était donc le support de ce programme. Donc la tablette, pour nous, c'est le fait d'amener à domicile de l'utilité. Et ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on a la conviction que le numérique, c'est très bien, mais que le numérique sans l'humain passe un petit peu à côté de l'objectif. Ça, je pense qu'on en est tous conscients. Bon. Une question par ici. Bonjour, Olivier Callon pour les usagers et les patients. Pour la tablette, j'ai cru comprendre que la Poste s'occupe maintenant effectivement de santé. C'est DocaPost, c'est ça la filiale. Donc c'est Mon Espace Santé et le DMP qui devait avoir aussi la case aidant. Est-ce que vous l'intégrez ou il y a une formation qui est faite pour l'utilisation? Parce que c'est quand même ça, je crois, l'essentiel aujourd'hui au niveau des données. Voilà, question très simple d'usager. Effectivement. Donc DocaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste. DocaPost donc propose ses services à toute la société, des banques, des assureurs, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, avec donc le dossier médical, le dossier pharmaceutique que vous avez cité. DocaPost, en fait, est le garant tiers de confiance de toute la conformité avec les règles de sécurité, d'hébergement des données, etc. Et donc, DocaPost collabore, si on peut dire, avec d'autres entités de la Poste. Et la nouveauté a été la création, avec l'arrivée de Dominique Pont, d'ailleurs, à la Poste il y a maintenant environ 1 an. La création, il y a 6 mois et qui a été officialisée au mois d'octobre, d'une entité unique au sein du groupe La Poste, qui s'appelle La Poste Santé Autonomie, et qui va donc regroupe de fait toutes les entités de la Poste qui sont de près ou de loin en lien avec le soin, avec le maintien à domicile, avec 2 axes. Un axe qui est les données de santé, et on va de la collection à l'hébergement, au traitement, à la restitution pour un usage, et tout ce qui peut contribuer à l'amélioration du soin à domicile, avec des interventions humaines, mais également servicielles. Donc c'est ce rapprochement qui est mis à contribution pour essayer d'améliorer, de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins, du système de soins, de la fluidité, du parcours ville-hôpital, des notions de parcours, de parcours, etc. Merci beaucoup. Votre question elle me fait juste remarquer sur la place des usagers. En fait, on a vu dans le conseil scientifique de Monca, sur la Poste, ils sont aussi souvent présents dans les jeux Rotopolo aussi, les usagers. On a interpellé les usagers pour écrire aussi notre cahier des charges. Donc vraiment, à chaque fois, on fait tout ça quand même initialement, pour les usagers, bénéficiaires, patients, personnes, on les appelle comme on veut, mais en tout cas, leur place est quand même hyper importante dans l'ensemble de nos réfléxions. On va prendre une dernière question. Oui, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Professeur Hanan, j'ai une question. Je dirige Medium Park, une start-up sur le Parkinson. Vous évoquiez des programmes de recherche, de validation, de preuves. Est-ce que vous travaillez sur des pathologies en particulier ou bien de façon transverse sur cette population de patients âgés ? Non, justement, c'est vraiment de façon transverse. C'est pas forcément pathologie par pathologie. C'est vraiment la prise en charge des personnes âgées. C'est vraiment une prise en charge holistique. Il y a de la prévention. Mais il peut y avoir des programmes sur des patients parkinsoniens, parce que le patient parkinsonien âgé, il a le Parkinson, mais il a aussi d'autres pathologies, d'autres problèmes de morale, de dépression. Enfin, il y a plein de choses à côté. Donc, c'est vraiment une prise en charge qu'il faut toujours, la chute. Il faut une prise en charge holistique, et c'est la particularité de ce qu'on appelle la gériatrie, la gérontologie. On ne prend pas organe par organe, mais vraiment le patient en globalité.
Merci à tous, merci beaucoup. Pensez bien à aller participer à la concertation. On attend tous vos commentaires. Lynn, jusqu'à quand la concertation? Jusqu'au 1er mars, vous pouvez aller cliquer et nous faire l'ensemble de vos commentaires pour qu'après on puisse lancer l'ensemble des actions. Merci à vous pour votre participation et bonne pause.